bonsoir à tous pour cette dernière session de l'année 2015-2016. Donc, nous allons avoir un séminaire tout à fait spécial, enfin un peu différent de ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Suzy Collin nous fait le plaisir d'être là ce soir pour nous parler de la science victime de l'audimat, point d'interrogation. Donc j'espère qu'à la fin, on va savoir s'il y a... Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Si, il y a un point d'interrogation. Tu me regardes d'un air étonné, j'ai cru que j'avais dit une bêtise. Pas encore. Donc on va savoir peut-être à la fin si la réponse est oui ou non. Suzy, elle est oui. Je la connais depuis que je suis petite, ou presque. Petite en astronomie, en tout cas. Elle a commencé en 1960 à travailler sur le Soleil et les plasmas à l'IAP de 1960 à 1971. Ensuite, elle est allée travailler à l'Observatoire de Meudon. Et puis, elle est revenue à l'IAP entre 1985 et 1990. Et à partir de 1990, elle est retournée à Meudon. Donc, le premier départ pour Meudon, disons, s'est fait avec tout le laboratoire autour d'Evry-Schatzmann. Et puis, le deuxième départ pour Meudon, je ne sais pas très bien pour quelle raison, mais enfin voilà, nous, on était très contents de la voir à l'IAP, mais elle a eu envie de changer, donc elle est partie. Donc ensuite, après le Soleil et les plasmas, elle est devenue l'une des très grandes spécialistes des noyaux actifs de galaxies. Mais ce n'est pas de ça qu'elle va nous parler ce soir. Voilà, donc... merci Suzy d'avoir accepté d'être là, et à toi. Merci d'être venue m'écouter pour ce séminaire un peu spécial, comme dit Florence. Alors, effectivement, il est un peu spécial et j'ai bien peur qu'il soulève quelques protestations. Alors, si vous avez des critiques, des commentaires, des protestations, je vous demanderai de bien vouloir les garder pendant 1 heure, de façon à ce que je puisse aller jusqu'au bout de mon exposé. Ensuite, je vais donc parler d'un sujet, enfin je ne vais peut-être pas parler exactement de ça d'ailleurs. Je pense que je vais parler de la science, de la vulgarisation scientifique et ensuite je vais parler de ce que j'appelle les mauvais vulgarisateurs. Alors, je pense que ce n'est pas à vous qui êtes dans cette salle qu'il faut dire que la culture, et en particulier la culture scientifique, est quelque chose de très important et qu'il est important qu'elle soit accessible à tout le monde en particulier. Malheureusement, la science, comme vous allez le voir tout à l'heure, elle subit des attaques violentes en ce moment, après avoir traversé une période très florissante à la fin du XIXe siècle. Et ces attaques et les attaques contre la vulgarisation scientifique que je vais essayer d'analyser au cours de cet exposé. Quelle est la raison de ce déclin de la science, ou de la façon de l'image de la science plus exactement? Eh bien, naturellement, il y a un petit peu des scientifiques eux-mêmes, mais il y a aussi beaucoup des autres, du public en général, des médias, et aussi de Internet, de ce qui circule sur Internet, où il y a beaucoup d'idées anti-scientifiques qui circulent en ce moment. Et en particulier, il y a beaucoup de personnes qui surfent un petit peu sur les vagues de complotisme, sur les vagues de mécontentement, pour justement attaquer la science de façon tout à fait arbitraire. Et je vais en parler tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un petit peu les sociologues des sciences et les philosophes des sciences qui, depuis à peu près un demi-siècle, se développent beaucoup et ont curieusement attaqué assez violemment la science. Et comme vous allez voir, Jean-Marc Lévy-Leblond, qui a été un scientifique dans le passé, mais qui est devenu depuis un épistémologue, fait partie des gens qui attaquent assez violemment les scientifiques. Donc j'irai l'écouter au Cordelier pour savoir comment il va répondre à ce que, en particulier, je cite de lui. Donc, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que j'ai vu récemment, ça m'a bien amusé, dans un journal qui normalement défend bien beaucoup la science et les idées fausses, qu'il était dit que ça revenait un petit peu à s'attaquer au mythe de Sisyphe.
Alors vous savez ce que c'est, Sisyphe remontait péniblement un rocher au sommet d'une montagne, et quand il avait fini de le monter, le rocher dégringolait et tout était recommencé. Alors pour la défense de la science, c'est un peu la même chose, mais je pense qu'il faut persévérer malgré tout, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi c'est important de persévérer. Alors, avant de commencer, je voudrais juste dire, donc, j'ai fait une espèce de charte de couleurs, parce que vous allez voir que j'ai écrit beaucoup de choses pour que vous puissiez les avoir écrites sur le diaporama si vous voulez le conserver, s'il est rendu public. Et j'ai donc choisi comme couleur d'écrire en noir ce que je pensais moi-même, en bleu ce que pensent les autres avec lesquels je suis en général pas d'accord, en rouge ce sont des citations et il y en a beaucoup, et en vert j'ai mis quelques exemples pris au hasard dans la liste des choses dans les exemples qu'il fallait donner. Alors je vais d'abord passer très rapidement en revue une petite histoire des sciences et de la culture scientifique. C'est des choses que vous savez déjà fortement, naturellement. C'est le fait que la science, à proprement parler, a commencé avec les Grecs, où il y a eu le début de la méthode scientifique, d'une certaine méthode scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode scientifique? Alors, j'ai mis là un petit diagramme qui a été fait rapidement un jour par Einstein pour le donner à un ami et qui montre de façon très schématique ce que c'est qu'une méthode scientifique, où vous voyez en haut des axiomes, et puis il en déduit des expériences à faire qu'il fait, et puis une fois que les expériences sont faites, on retourne aux axiomes pour éventuellement les modifier et bâtir une nouvelle théorie. Alors ceci naturellement est extrêmement schématique, mais enfin c'est grosso modo quand même la méthode scientifique telle qu'elle a été toujours utilisée. Alors, ensuite, pendant plus de 15 siècles, la science, la méthode scientifique, la science, et plus exactement la physique, est tombée complètement en désuétude pour être remplacée par la métaphysique. La métaphysique, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu un petit peu de science qui a été développée par les scientifiques de langue arabe dans le haut Moyen-Âge, et qui, pendant que les autres, notre civilisation occidentale avait, disons, sombré dans la spiritualité en quelque sorte. Alors ensuite, la science, on le sait tous, renaît avec, et la méthode scientifique en particulier, avec naturellement Galilée, le premier, puis Descartes, Robert Boyle, et on retrouve à ce moment-là la méthode scientifique, et on a en même temps le début d'une sorte de vulgarisation scientifique, qui est par exemple représentée par quelqu'un comme Fontenelle, qui a écrit Discours sur la multiplicité, la pluralité des mondes. Et Fontenelle était chargé de faire les synthèses de ce qui se faisait à l'Académie des sciences. Donc c'était un travail très difficile, et du coup il faisait quasiment une sorte de vulgarisation. Ensuite, et vous savez aussi que, par exemple, Galilée a écrit en italien, de façon à ce que ses écrits soient lus non seulement par les clercs qui comprenaient le latin, mais aussi par les gens normaux, disons. Alors, au XVIIIe siècle, c'est vraiment la naissance de la culture scientifique, avec naturellement c'est le siècle des Lumières, avec l'encyclopédie, et puis des salons qui se développent, qui s'étaient déjà beaucoup développés au XVIIe siècle, mais pour la première fois, dans ces salons, on discute de sciences et pas seulement de philosophie et de littérature. Et donc, on fait des expériences. Enfin, vous avez tous entendu parler de ces salons qui étaient des salons de grands bourgeois ou de nobles. Et c'est un début, là aussi, de la vulgarisation scientifique, puisque c'est pour les gens, c'est pas pour les scientifiques dans ces salons, mais à ce moment-là, le langage scientifique n'a pas besoin d'être traduit parce qu'il est directement compréhensible par des gens éduqués. Ce qui n'est plus le cas à partir du XIXe siècle, parce qu'à ce moment-là, les sciences se sont vraiment spécialisées. Le langage de chaque science s'est spécialisé et il faut commencer à traduire. Et c'est vraiment le travail de vulgarisation
vulgarisation, c'est-à-dire traduction dans un langage vulgaire, qui commence à ce moment-là, avec des grands scientifiques comme Arago, qui était le directeur de l'observatoire qui est juste à côté, et puis Flammarion, qui était lui pas un scientifique mais un grand vulgarisateur. Donc c'est vraiment le début de la vulgarisation scientifique. Donc la popularisation de la science populaire, comme on l'a appelé à ce moment-là, descend réellement dans la rue avec des livres, des conférences, des magazines et beaucoup de choses, et même des journaux normaux qui publient des articles scientifiques, entre guillemets. Alors c'est vraiment l'apogée de la science à ce moment-là, et un grand savant britannique comme Lord Kelvin, Thomson, c'est sous ce nom qu'il est connu en sciences surtout, a écrit la phrase suivante: « Il n'y a rien à découvrir de nouveau en physique maintenant, il ne reste qu'à faire des mesures de plus en plus précises. » Alors cette phrase est littéralement monstrueuse quand on sait que quelques années plus tard, eh bien, c'est la découverte de la relativité générale, et c'est la découverte de la mécanique quantique, ces deux disciplines qui ont changé complètement notre façon de penser. Bon, on se souviendra de ça tout à l'heure parce que je vais vous montrer une phrase très semblable qui a été écrite très récemment. Alors maintenant, encore un petit peu d'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? Alors, au XXe siècle, réellement, la science se développe avec toute une technologie associée et on éprouve naturellement le besoin de faire connaître cette science au grand public. Alors c'est là que se développent des conférences, des expositions, des encyclopédies, des magazines, des musées des sciences. C'est à ce moment-là, en 1937, qu'a été créé le Palais de la Découverte. Et le Palais de la Découverte a été littéralement, a servi à de nombreux futurs scientifiques à se former. Et plusieurs prix Nobel disent qu'ils ont fait de la science parce qu'ils sont allés visiter le Palais de la Découverte, et aussi d'autres grands scientifiques. Alors ceci est à mettre en regard aussi avec quelque chose que je vous dirai plus tard. Alors c'est donc la naissance du métier de vulgarisateur, qu'on appelle maintenant plutôt médiateur, c'est-à-dire de journalistes scientifiques qui en général ont des connaissances scientifiques à la base et qui traduisent en quelque sorte le langage scientifique des articles scientifiques en langage lisible par le public. Mais en même temps se développe c'est la naissance de la sociologie des sciences et de la philosophie des sciences, qui existait déjà avant, mais qui prend une autre dimension à ce moment-là. Et on se pose beaucoup de questions à propos de la nocivité vraiment de la science. Et science et vulgarisation, les deux sont fortement remises en question à partir de ce moment-là. Alors ceci est résumé, je trouve très très bien, dans cette phrase du sociologue Edgar Morin, qui dit: « Depuis 3 siècles, la connaissance scientifique ne fait que prouver ses vertus de vérification et de découverte par rapport à tous les autres modes de connaissance, et pourtant cette science élucidante, enrichissante, conquérante, triomphante, nous pose de plus en plus de graves problèmes qui ont trait à la connaissance qu'elle produit, à l'action qu'elle détermine et à la société qu'elle transforme. » Alors ça, c'est réellement, je trouve, merveilleusement dit, c'est pour ça que j'ai cité in extenso cette phrase. Bon, alors d'abord, très rapidement, la science, qu'en pense le public? Je vais dire des banalités qui sont évidentes, mais je reviendrai un petit peu sur le sujet plus tard. Alors, la science est dangereuse parce qu'elle a donné naissance à des tas d'applications qui sont dangereuses, comme le nucléaire, les manipulations génétiques, qu'est-ce qu'il y a encore, non, je vois mieux là-haut directement en regardant finalement, et je ne sais pas par cœur, je ne m'en souviens plus, le réchauffement climatique, les ondes électromagnétiques, etc., etc. Alors à partir de ce moment où il y a donc ces questions qu'on se pose, on commence à créer ce qu'on a appelé des comités d'éthique qui deviennent assez importants, et vous allez voir qu'ils sont vraiment à mon avis, très important. Alors la science coûte cher et est souvent inutile. Le spatial, en particulier le spatial scientifique, est souvent accusé de coûter beaucoup trop cher et d'être inutile. Et de façon générale, les grands instruments, comme les très grands télescopes, les accélérateurs, comme le LHC, on entend souvent dans la bouche des gens dire ça coûte des milliards, c'est pas justifié. Et aussi, on pense qu'il y a trop de chercheurs. Bien.
Alors, je vais parler plus tard d'autres problèmes qui sont posés à propos de la science et des scientifiques, mais on va passer maintenant à ce qu'en pensent les philosophes. Alors, les philosophes n'attaquent pas à proprement parler la science, mais ce qu'ils disent, c'est que la science n'est pas universelle, qu'elle dépend des structures de la pensée et qu'il n'existe pas une vérité. Alors, ceci est résumé par exemple par Duhem, un philosophe des sciences. Les mots vérité et certitude n'ont au sujet d'une théorie qu'une seule signification. Ils expriment la concordance entre les conclusions de théorie et les règles établies par les observateurs. Eh bien, ça, c'est aussi parfaitement vrai. Mais, et c'est vrai qu'on ne peut pas démontrer qu'une théorie est vraie, on peut seulement dire qu'elle est très probable, elle se rapproche de plus en plus d'une probabilité égale à 1, ou au contraire, on peut dire qu'elle est fausse. Alors ça, c'est relativement facile parce qu'il suffit de faire une expérience qui mette la théorie en contradiction avec les résultats de l'expérience. Mais il faut quand même garder à l'esprit que les lois de la nature, telles que nous les énonçons, elles sont tirées de régularités qui existaient indépendamment de nous et avant qu'on les ait découvertes. Par exemple, les lois de Kepler, elles existaient avant que Kepler les ait mises en évidence. Les lois de la chute des corps, c'est pareil, et naturellement, toutes les lois de conservation de la matière, de l'énergie, du mouvement, etc., et les milliers de lois qui existent, eh bien, elles existaient, enfin, les régularités qui les ont amenées existaient avant qu'on les ait découvertes. Mais alors là, c'est là où la science devient un petit peu plus attaquée encore par les... Ah non, excusez-moi, c'est encore les philosophes. Bon, les philosophes disent qu'il faut accepter que tout n'est pas accessible à la science. Alors, c'est probablement vrai, j'en suis pas complètement certaine, moi, que tout n'est pas accessible à la science, mais l'exemple que donne Alexandre Coiré me semble particulièrement mal choisi. Voilà ce qu'il dit. Que l'univers soit clos et hiérarchisé, ou qu'il soit à l'inverse infini et isotrope, voilà une décision qui relève plus de la réflexion métaphysique que de l'observation scientifique. Eh bien, c'est tout à fait faux maintenant, puisqu'on sait parfaitement que l'univers est hiérarchisé, ça a été démontré par l'observation. On sait qu'il est isotrope à une très très bonne précision, du moins l'univers très lointain. Et en ce qui concerne le fait qu'il soit infini, bon, on ne le sait pas. On sait avec une précision de 0,1% en ce moment que l'univers est probablement euclidien et infini. Et certainement, cette précision va augmenter au cours du temps et dans quelques dizaines d'années, elle atteindra certainement des précisions encore bien plus grandes. Donc, évidemment, on ne pourra pas dire à coup sûr que l'univers est infini et euclidien, mais au moins qu'une partie très grande, déjà actuellement, c'est une partie plus grande, bien plus grande que l'univers qu'on observe, dont on sait qu'il est euclidien. Alors, maintenant, ce qu'en pensent les sociologues. Alors là, maintenant, on va venir voir les attaques réellement contre la science. La science dépend du contexte social, disent-ils. Alors ça, c'est vrai. La science dépend effectivement, par exemple, des technologies, des techniques qui existent et qui permettent de faire une expérience scientifique. Elle dépend aussi du fait qu'on sait qu'elle va créer de l'innovation et, par exemple, la recherche spatiale a créé de l'innovation dans le domaine de la miniaturisation, par exemple, ou surtout, d'ailleurs, qu'elle va permettre de résoudre des problèmes de société comme, bien entendu, la biologie et la médecine. Alors, encore une chose qui est vraie, c'est que certains résultats sont dus à des considérations non scientifiques. Par exemple, on sait tous que pendant le stalinisme, il s'est développé une biologie, la biologie de Lysenko, qui était l'hérédité des caractères acquis, qui n'avait absolument rien de scientifique. Sous le nazisme, il y a eu des théories eugéniques et d'autres théories sur le fait que la Terre était creuse, par exemple. Il y a aussi des a priori philosophiques, et même Einstein s'est laissé aller à un a priori philosophique, puisqu'il a donné à la constante cosmologique une valeur telle que l'univers soit statique, parce que de son temps, on pensait que l'univers était statique.
Et puis, naturellement, il y a des considérations sociales, des considérations de bas étage, disons, des ambitions, des privilèges, et ce qu'on appelle l'effet Saint-Mathieu, dont je vais vous parler dans une minute. Mais d'abord, je voudrais dire que si les résultats qui sont obtenus par ces moyens qui ne sont pas qui sont pas scientifiques et qui sont pas normaux, disons, qui ne sont pas moraux en quelque sorte, éthiques, eh bien, s'ils sont faux, ils vont de toute façon être corrigés, parce qu'on n'a jamais vu en science qu'une théorie fausse reste acceptée indéfiniment. Il y a un moment donné où elle est corrigée par une autre théorie qui répond mieux aux impératifs de l'expérience scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Saint-Mathieu? C'est un sociologue des sciences, Merton, qui a inventé ça en 1961. Saint-Mathieu a mis dans la bouche d'un homme riche la phrase suivante: à celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, il sera tout pris, même ce qu'il possédait. Et Merton pensait que ça s'appliquait particulièrement à la science, au laboratoire scientifique, parce que c'est vrai que quand quelqu'un a du pouvoir, on a tendance à lui donner encore plus de pouvoir, encore plus de crédit, et que du coup, c'est un cercle vicieux dont il faudra un jour effectivement se débarrasser. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus. C'est les défauts, ça, des scientifiques qu'il faudra corriger. Bon, alors maintenant, ce qu'en pensent toujours les sociologues. Alors là, ça devient vraiment assez... c'est vraiment des attaques assez violentes de la science. Feyerabend publie en 1970, 15, je ne sais plus exactement, contre la méthode, qui est un éloge de ce qu'on pourrait appeler la science anarchique, c'est-à-dire tout est valable, il faut laisser venir toutes les idées sans les trier, etc. Bon, ça, je crois que ça n'a pas pris vraiment cette théorie. Par contre, ce qui a été mis au point, ce qui a été proposé par Bruno Latour, ce qui s'appelle le relativisme, est beaucoup plus suivi, je dirais, en ce moment. Alors, le relativisme, c'est très difficile de le définir parce que chacun a sa définition. J'ai demandé à ma collègue qui partage mon bureau, Christiane Villain, de m'en donner une définition. J'en ai trouvé une autre qui était pratiquement la même. L'accord, c'est l'accord sur le fait que la nature d'un concept ou sur la bonne théorie est due à un rapport de force et non pas au fait qu'il présente un lien plus fort avec la réalité. C'est-à-dire que ça revient, disons, un peu à mettre toutes les théories sur le même plan. Alors, ceci est effectivement valable dans des cas très particuliers. C'est dans les cas des théories qui ne sont pas encore finies. Par exemple, la théorie des cordes, la théorie concurrente de la gravité quantique, les premiers instants de l'univers qui sont aussi liés à ça, l'énergie sombre, il y a des théories, mais aucune, pour le moment, n'a prouvé quelle était la bonne théorie. Donc, le relativisme est valable pour ces théories, et il faut les mettre en concurrence, et au contraire, il faut qu'il y ait une compétition entre elles. Mais à un moment donné, il arrive qu'il y ait un consensus qui se fait sur une théorie, parce que cette théorie, elle répond à de multiples exigences des raisonnements rigoureux, qu'elle est prédictible et qu'elle prédit les résultats d'expérience, et de nombreux résultats sont vérifiés, et ces théories-là, qui sont comme par exemple la relativité générale, ne doivent plus être mises sur le même plan que les autres théories. Elles ont gagné, vraiment, on peut dire qu'elles ont gagné sur les autres théories jusqu'à ce que naturellement elles soient éventuellement battues en brèche par des théories qui sont encore plus explicatives, mais tant qu'il n'y en a pas de plus explicatives, il faut les garder comme les meilleures théories. Alors, je passe maintenant à quelque chose d'un petit peu plus personnel, c'est les scientifiques eux-mêmes, des individus qui sont très contestés. Alors, j'ai mis là, tous ensemble, j'ai collé des tas d'expressions que j'ai trouvées à propos des scientifiques. Alors, vous les lisez, hein, je ne vais pas vous les lire, à propos des scientifiques sur Internet, dans des livres, dans des journaux, etc. etc. Bon, alors, et puis deux phrases que j'ai mises, que je mets en exergue parce que je les trouve très amusantes dans un certain sens. Une phrase de la philosophe Hannah Arendt qui dit
les scientifiques ont choisi de s'exclure de la société civile en adoptant un langage ésotérique et un point de vue qui les abstrait du monde commun. Alors, moi, personnellement, qui ne suis pas du tout philosophe, j'ai oublié de vous dire que je suis ni sociologue, ni philosophe, et s'il y en a parmi vous qui le sont, ils trouvent peut-être que je traite les choses de façon très réductrice et simplificatrice, mais enfin, moi qui ne suis pas philosophe, je trouve toujours que le langage de la philosophie est assez ésotérique. Et puis, la deuxième phrase, les scientifiques forment une sorte de stasie scientifique faite d'agents secrets destinés à abattre tel ou tel chercheur. Alors, je ne vous dis pas de qui c'est, vous allez le deviner par la suite. Cette phrase a été publiée, comme vous le voyez, dans un journal. Donc, je ne suis pas susceptible d'être attaquée pour ça. Ensuite, d'ailleurs, je n'ai pas dit les auteurs. Les scientifiques, toujours contestés. Alors, ça, vous voyez, justement, c'est une contestation par Lévy-Leblond qui estime que les scientifiques estiment que ce sont les seuls à décider de la pertinence de leurs recherches, mais en même temps, ils se permettent de juger les sciences sociales et humaines. Alors ça, il faisait allusion à l'affaire Sokal, dont je n'ai pas le temps de vous parler malheureusement, tout en ne les connaissant pas, dit-il. Alors c'est vrai en ce qui me concerne que je ne connais pas les sciences sociales. Alors, ils cherchent la paille dans l'œil des philosophes sans voir la poutre qui est dans le leur, dit Jean-Marc Lévy-Leblond. Ensuite, alors maintenant je vais essayer de répondre à ces différentes critiques. Alors ça me paraît assez simple, que les scientifiques, vous les avez vus, soient hyper spécialisés, qu'ils aient le nez dans leur guidon, mais c'est une chose, je ne vois pas très bien comment ils pourraient l'éviter, parce que maintenant, les connaissances dans un seul domaine sont extrêmement vaste, les publications doublent à peu près chaque année, le nombre de publications. Il est impossible à un chercheur de connaître toutes les publications qui se font sur son domaine de recherche. En plus, il y a beaucoup de rapports et de travail administratif à faire pour avoir des crédits, etc. Et peu de temps, en fait, pour réfléchir. Donc, et d'ailleurs, les scientifiques sont amenés eux-mêmes à se documenter sur les autres domaines scientifiques grâce à la vulgarisation. Alors, on essaye de pallier ces problèmes avec des échanges entre disciplines, c'est-à-dire qu'on fait se rencontrer des scientifiques, par exemple des informaticiens et des physiciens, etc. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu que ça ait donné encore, c'est assez nouveau. Peut-être que ça va donner des résultats. Et puis, il y a des conférences citoyennes avec coproduction des savoirs, dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. Alors, les scientifiques sont incultes, comme le dit Jean-Marc Lévy-Leblond, qui leur reproche en particulier de ne pas aller lire les textes originaux de Newton, par exemple, qui sont écrits en latin, qui sont très difficiles à comprendre, etc. Et puis, et aussi de ne pas connaître la philosophie. Alors c'est vrai qu'il y a certains scientifiques que vous connaissez d'ailleurs certainement, qui sont en même temps philosophes, mais c'est très rare et je ne pense pas que ça les conduise à faire forcément une science meilleure que ceux qui ne connaissent pas bien la philosophie. Alors Michel Serres, qui lui était un de ces personnages qui étaient les deux à la fois, a dit qu'il y avait des cultivés ignorants et des instruits incultes. Vous voyez à qui il pensait dans chaque cas. Bon, alors, les scientifiques, toujours très contestés, je continue mes réponses, ils refusent toute idée nouvelle. Bon, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce que sans ça, ils auraient refusé la relativité, ils auraient refusé la mécanique quantique, ils auraient refusé beaucoup d'autres idées qui allaient contre le bon sens, littéralement. Ils veulent décider eux-mêmes de la pertinence d'une recherche. Ben, oui, parce qu'effectivement, c'est eux qui savent si cette recherche est faisable ou aussi si elle est innovante. Mais naturellement, il faut surveiller ça de près, et c'est pour ça que je pense que les comités d'éthique sont là pour essayer de faire ce travail, mais ce n'est certainement pas aux politiques, aux économistes, etc., ou aux sociologues, de faire ce travail. Ils utilisent un langage ésotérique, c'est le cas, il me semble, à peu près pour toutes les disciplines un petit peu pointues. Et bon, j'ai fini de répondre à peu près aux critiques qui sont faites aux scientifiques. Et maintenant, je passe à la deuxième partie qui concerne la vulgarisation. Eh bien, la vulgarisation, c'est aussi
un concept qui est maintenant très contesté. En effet, depuis quelques années, il s'est développé quelque chose qu'on appelle une polémique concernant ce qu'on appelle le déficit de connaissances, qu'on appelle déficit modèle en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est ce déficit de connaissances ? C'est le fait que le public ne connaît pas en général la science ni les méthodes scientifiques et que c'est à cause de ça que se développent des théories du complot, des fausses sciences et même le fanatisme et qu'il faut donc donner les connaissances au public. Et ça, c'est ce que disent en général les scientifiques. Mais ce que disent les non-scientifiques et surtout les sociologues, et j'ai lu énormément de choses là-dessus, c'est que non, pas du tout, parce que si ce sont les scientifiques, si la culture scientifique circule dans un seul sens, c'est-à-dire de l'expert qui peut être le scientifique ou le vulgarisateur jusqu'au profane, ça va développer une domination du monde par les savants. Et c'est exprimé par exemple par cette sociologue des sciences, Bernadette Bensaud de Vincent. Elle, la vulgarisation scientifique, colonise l'ignorance populaire et ce faisant, elle accentue la dépendance du profane vis-à-vis du savoir des experts. Alors, c'est peut-être vrai, effectivement, mais que peut-on faire contre ça? Alors, contre ça, justement, je vous avais parlé du fait qu'on essaye de prôner maintenant beaucoup la discussion, les conférences citoyennes, comme on appelle ça, la discussion entre profanes et experts, chacun apportant son savoir. Alors, est-ce que cette discussion est une solution? Eh bien, elle est peut-être effectivement une solution pour des sciences que j'appellerais molles ou très complexes. Par exemple, on peut très bien imaginer des discussions citoyennes sur le climat, les OGM, la biodiversité. On invite des scientifiques, en même temps des agriculteurs, et on les fait discuter ensemble, par exemple, des OGM et de la biodiversité. Mais ça n'est pas valable du tout pour les sciences que j'appelle dures, qui donnent des réponses que personne ne peut discuter. Pas quelqu'un qui ne connaît pas la discipline entre autres. Par exemple, les maths, on ne peut pas les discuter, on ne peut pas discuter la physique, le fait que la Terre est un rayon de 6400 km, qu'elle tourne autour du Soleil, etc. Ce sont des découvertes qui sont indiscutables, de même en chimie, en sciences de l'univers, etc. C'est quelque chose qu'il faut accepter, que les scientifiques peuvent enseigner ou vulgariser, mais certainement pas qu'on peut discuter ces résultats. Alors, donc, on n'a pas d'autre moyen que la vulgarisation scientifique pour essayer de faire connaître la science au public. Et comme je vous ai dit, il me semble que c'est très important. Alors, seulement, il faut de la bonne vulgarisation. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? Si elle est bien faite, alors là, je vais me permettre de me relire moi-même pour ne pas... Elle restitue au collectif la science, qui est un bien commun. Elle valorise et justifie les pratiques scientifiques. Elle sert à construire l'esprit critique, comme le fait la science elle-même. Il faut qu'elle le fasse aussi, ça. Et puis elle sert de rempart à la menace de l'ignorance, c'est-à-dire au déficit de connaissances dont j'ai parlé. Mais si elle est mal faite, elle est très dangereuse, car elle dévoie complètement la science et aussi la recherche. Elle attaque souvent les scientifiques de façon malhonnête et elle donne des idées qui sont fausses. Donc, il faut combattre la mauvaise vulgarisation. Alors, la bonne vulgarisation, j'ai mis ici quelques idées sur ce que devrait être la bonne vulgarisation. Encore une fois, je vais vous les lire. C'est quelque chose qui différencie ce qui est spéculatif de ce qui est raisonnablement établi, qui respecte la rigueur, n'introduit pas d'erreur, même pour simplifier le discours, ne joue pas sur le mystère, les fausses images, évite un style sensationnaliste, utilise un langage clair, mais ne se refuse pas quand même un petit peu de lyrisme, mais sans abuser des métaphores, parce que les métaphores sont souvent très mal comprises, et qui explique la méthode de la découverte, qui est aussi importante que le résultat. Bon, alors je ne sais pas, vous allez peut-être trouver que d'autres qualités que devrait avoir encore la vulgarisation scientifique.
Et maintenant, la mauvaise vulgarisation, ben, c'est quelque chose qui ne respecte pas au moins une de ces prescriptions. Et elle est souvent, la mauvaise vulgarisation, en fait, utilisée pour une promotion personnelle. Et elle utilise le goût du public pour les scoops, pour les choses sensationnelles, et aussi, c'est pour ça que c'est l'audimat, si vous voulez, en fait j'aurais dû dire plutôt les scoops, et les théories du complot. Et vous allez voir tout de suite des exemples de ça. Alors d'abord, faut-il parler des mauvais vulgarisateurs? Eh bien, mes collègues, en général, répondent que non, parce que ça apporte de l'eau à leur moulin, quand on parle d'eux, parce que ça fait perdre du temps et aussi parce qu'on peut éventuellement risquer un procès, comme c'est arrivé dans cette même maison. Alors, quelques scientifiques répondent « oui, il faut en parler », mais ils sont peu nombreux. Ils pensent, ces scientifiques, qu'il faut lire et écouter ces mauvais vulgarisateurs de façon à bien situer leur impact et qu'ensuite il faut transmettre ce qu'on a appris sur eux à un public qui est averti et qui va des erreurs, il faut transmettre les erreurs qu'on a découvertes, par exemple, afin que le public puisse à son tour propager ses idées et en particulier les faire connaître aux admirateurs de ces faux vulgarisateurs. Bon. Alors, c'est maintenant que je vais un petit peu personnaliser le débat, parce que je vais passer donc à la mauvaise vulgarisation. Et la mauvaise vulgarisation, elle est de deux sortes. Alors, je vais parler d'abord des scientifiques eux-mêmes qui font de la mauvaise vulgarisation. Et ceux-là, ils ont beaucoup de succès près d'un public éduqué. Et j'en ai vraiment des exemples très clairs autour de moi. Alors, cette vulgarisation, elle est portée par des scientifiques qui écrivent très bien en général, qui sont de très bons vulgarisateurs, et elle a pour but de montrer que la science officielle, entre guillemets, se trompe et qu'elle trompe volontairement le public. Alors, les scientifiques, il faut savoir, et ça le public ne le sait pas en général, que les scientifiques en question ne sont pas des spécialistes du domaine qu'ils attaquent, ils ne sont, du moins ce que j'ai lu, ils n'en connaissent pas les développements les plus récents, ils refusent toujours le dialogue avec leur pairs et ne s'adressent qu'au public directement, et jamais à leur pairs. Ils n'acceptent pas de faire des discussions. Bon, alors, je vais prendre deux exemples, et là, je personnalise les choses. Là, qui sont d'ailleurs de façon très amusante, qui sont tous les deux opposés sur la théorie de l'expansion et de l'univers ou bien du fait qu'il soit statique. Alors d'abord, Thomas Lepelletier, qui a écrit La face cachée de l'univers, une autre histoire de la cosmologie. Et donc, ce qui est dit dans la 4e de couverture, c'est que ce livre donne la parole au modèle alternatif aujourd'hui voué à l'obscurité. Et puis le théorème du jardin de Christian Magnan, 4e de couverture, il accomplit une rénovation salutaire et profonde de la vulgarisation astronomique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez, les 4e de couverture sont en général écrits par les auteurs eux-mêmes. Bien. Alors passons d'abord au premier, La face cachée de l'univers, un autre cosmos. Donc, il avait écrit d'autres livres avant, et j'ai pris celui-là. La thèse de l'auteur, c'est que les cosmologistes ont massivement adopté le modèle du Big Bang avant même que les observations ne l'aient confirmé, et ils ont étouffé dans l'œuf toute concurrence. Alors, c'est résumé par exemple dans cette phrase qui est « Au cours des années 50, l'interprétation en termes d'expansion n'est plus un sujet de débat. » Ça veut dire que tout le monde croit que l'univers est en expansion. Or, je peux parler par expérience, quand je suis arrivée dans la recherche en 1960, en France, on ne croyait pratiquement pas à l'expansion de l'univers et les scientifiques, par exemple mon directeur de thèse, Ivry Schatzman, croyait que l'univers était statique. Et ce n'est qu'en 1965, à partir de la découverte du corps noir cosmologique, qu'on a commencé à dire que non, il y avait maintenant une preuve que l'univers n'était pas statique. Bon, alors donc ça c'est déjà une contre-vérité.
Et puis, voilà ce que répond, alors il y a des gens qui ont critiqué le livre, et voilà ce que répond l'auteur, ça peut se trouver sur Internet, ça, comme le font beaucoup de livres d'histoire des sciences à propos des théories scientifiques, celui-ci se contente d'en faire une présentation historique en racontant les débats qu'ils ont suscités sans porter de jugement définitif sur leurs forces et leurs faiblesses. Bon, alors moi j'appelle ça du relativisme pur, on met tout sur le même plan. Alors, en plus, c'est faux parce que dans le livre, on voit clairement que le jugement de l'auteur, c'est contre le Big Bang et en faveur de l'univers statique. Bon, alors maintenant, je passe au deuxième, le théorème du jardin. Donc, alors voilà la thèse de l'auteur, elle est très claire. Les cosmologistes, et je vous assure que je n'exagère pas, sont des escrocs, le mot est prononcé au moins 10 ou 20 fois dans le livre, et la cosmologie n'a rien produit depuis 50 ans. Alors là, je me suis contentée de prendre quelques exemples que j'ai tirés du livre. Par exemple, la science n'a rien trouvé de neuf depuis 1965, et si de nouvelles découvertes étaient accomplies, elles ne bouleverseraient pas les choses. Bon. Et puis, ce livre est aussi un combat contre les moulins à vent parce qu'il s'adresse aux cosmologistes en disant que les cosmologistes croient à ce qu'on appelle le grand dessein. Si vous voulez, le principe anthropique fort sur lequel je n'ai pas le temps de revenir. Alors, surtout ceux qui ont à cœur de faire partager les découvertes de la science au grand public. Qui est aussi ce que voulait faire l'auteur, naturellement. Alors, il y a un seul cosmologiste, à ma connaissance, qui est cité, d'abord, il y en a un seul qui est cité dans le livre, c'est Trinh Tuan, qui a écrit La Mélodie secrète et d'autres livres qui ont effectivement eu beaucoup de succès, qui prônent le grand dessein, c'est-à-dire que l'univers est fait pour accueillir l'homme, et pour une bonne raison, je ne connais pas, enfin peut-être que tu me diras si je me trompe, mais je ne connais pas de cosmologistes qui disent le contraire. Hein, qui disent que l'univers, qui prônent le grand dessein, tu vois, qui disent que l'univers a été fait pour accueillir l'homme. Les cosmologistes ne discutent pas de cette question-là. Oui, c'est pas Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est pas vraiment dans le champ. C'est pas dans le champ, ils n'en discutent pas. Alors il y a Trinh. Hein, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, bon, le livre est basé pratiquement sur cette condamnation du grand dessein auquel croient tous les cosmologistes, disent-ils. Bon, alors, il n'existe aucune loi selon laquelle la matière devrait forcément évoluer du plus simple au plus compliqué. Bon, alors, je ne vais pas citer la suite, mais c'est tellement évident. L'univers, au début, a été extrêmement simple, fait de particules élémentaires. Il n'avait pratiquement pas d'inhomogénéité. Et maintenant, vous connaissez les galaxies, les étoiles, les trous noirs, enfin, tout ce qu'on veut. Donc, il a évolué du plus simple au plus compliqué. Il y a des contradictions aussi très fortes dans ce livre. Nous avons noté en particulier que le langage mathématique n'est pas le langage du monde, pour la bonne et simple raison que les concepts mathématiques ne se retrouvent pas dans la réalité. Bon, alors ça, un exemple parmi des milliers d'autres, les groupes de Galois qui ont été inventés au début du XIXe siècle ont permis au XXe siècle d'expliquer la cristallographie. Puis il y a plein d'autres exemples. Et d'ailleurs, lui-même se contredit parce que les théories, elles ont une forme mathématique, toutes les théories, et ces théories, justement, eh bien, l'auteur y croit, puisque je prétends que l'invention d'une matière de nature inconnue est l'une des impostures les plus désolantes de la science moderne, parce que son existence n'a pas été prévue et n'est toujours pas prévue par une quelconque théorie. Bon, alors, par exemple, l'avance du périhélie de Mercure a été observée encore une fois au XIXe siècle et expliquée seulement par la relativité générale au XXe siècle, et elle était là, cette avance, et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas encore de théorie pour l'expliquer que l'observation était fausse. Alors il recommence avec la matière noire. Le modèle de Friedman nous apprend que l'univers est courbe, fini et sans limite. Le modèle de Friedman est un modèle parmi d'autres de l'univers, et c'est assez curieux comme de baser, tout le livre est basé d'ailleurs sur ce modèle de Friedman, et on sait qu'il y a maintenant des observations qui permettent de dire, qui sont aussi valables pour dire si l'univers est courbe, fini et sans limite.
Je passe là-dessus les modèles stellaires, parce que ça, c'était la spécialité de l'auteur. Pour arriver à ces dernières phrases, les grands projets de plus en plus grands, de plus en plus chers, sont là pour donner l'illusion de l'avancement de la science, mais quand on y regarde d'un peu près, on constate que les découvertes ne sont pas au rendez-vous des efforts. C'est le propre des projets de cacher cette indigence théorique sous un fatras de formules plus compliquées les unes que les autres. Comme cela, on ne peut pas les utiliser, et sous un déluge de données, il faut bien les utiliser. Bon, alors, quand on sait que la relativité générale s'exprime sous forme de 10 équations aux dérivées partielles et qu'il faut bien les résoudre si on veut arriver à avancer dans le problème, on ne voit pas comment on peut se passer de formules compliquées. Bon, alors ça, c'est juste une petite phrase qui prouve, dans tout le livre, du moins la première édition, je n'ai pas lu la deuxième, il n'est pas question du tout d'un satellite qui a été intermédiaire entre Planck et Kobe, séparés par 25 ans. Eh bien, il y a eu le satellite WMAP et visiblement, l'auteur n'en avait jamais entendu parler. Bon, alors maintenant, j'arrive à un sujet que vous attendez tous. J'ai essayé de ne pas parler que de ces messieurs, naturellement. Alors, c'est les stars du PAF. Bon, alors là, je vais passer... alors, eux, ils ont un succès surtout près du grand public. Et j'ai constaté que dans les gens qui sont leurs laudateurs sur Internet, eh bien, si on va chercher ce que sont ces personnes, on s'aperçoit que ce sont des littéraires, des philosophes. Il n'y a pas de scientifiques dedans. Alors, ils ont commencé par de la science-fiction, ils étaient excellents dans cette science-fiction, il y a donc 40 ans à peu près. Hein. Puis après, ils ont... Oui, alors voilà, ça c'est tiré d'un livre récent qui vous montre comment ils étaient à peu près à cette époque-là, donc, et comment ils étaient habillés. Donc tous les adolescents étaient très fans de l'émission qu'ils faisaient. Bon. Alors, ensuite, ils ont publié en 1991 un livre avec un philosophe catholique, Jean Guiton, qui s'appelait Dieu et la science. D'ailleurs, ils ont parmi leurs livres au moins 3 ou 4 qui ont le mot Dieu dans le titre. Et ils annoncent avoir des thèses à ce moment-là. Et comme ils n'avaient pas de thèse, il y a eu un peu une levée de bouclier et ils se sont dit qu'il fallait passer des thèses. Alors, ils ont cherché désespérément un directeur de thèse et en particulier dans les bureaux à côté du mien, à Meudon, les gens ont reçu de nombreux coups de téléphone très insistants, leur demandant de bien, parce qu'il y avait des relativistes, des gens comme ça dans ces bureaux, de bien vouloir les prendre en thèse, que ça ne prendrait pas de temps, en 6 mois, ça serait réglé. Et finalement, bon, alors tout le monde a refusé, puis finalement, ils ont trouvé quand même des directeurs de thèse, et ils ont passé respectivement en 8 ans et en 11 ans des thèses qui ont eu des mentions honorables. Ce qui, en physique du moins, signifie on ne vous conseille pas de continuer dans la recherche. Ensuite, il y a une grosse affaire médiatique sur laquelle je ne vais pas revenir parce que ils ont publié à ce moment-là, en 2004, un livre qui s'appelait Avant le Big Bang, qui expliquait leur théorie de l'origine de l'univers, qui n'était pas à proprement parler très visible dans leur thèse, je crois, et ils sont retournés à ce moment-là à la télé qu'ils avaient abandonné pendant toute cette période. Alors, ils ont cette fois-ci fait des émissions scientifiques et ils sont invités pour commenter encore maintenant, et en particulier sur la télévision publique, des grands moments de la science comme le boson de Higgs, la Rosetta, Planck, etc. Alors, bon, de 2005 à 2014, après leur premier livre qui résumait en quelque sorte, en 400 pages quand même, leur thèse, et ils ont écrit une douzaine de livres. Ce n'est pas la peine de les lire, c'est juste pour vous dire, mais j'en ai quand même lu 6 moi-même de ces livres, et je les ai achetés d'ailleurs, et aucun article scientifique n'a été publié de 2002 jusqu'à 2016.
Bon, alors ce que vous pouvez lire sur les quatrièmes de couverture de plusieurs de leurs livres, c'est la chose suivante. Ce sont des personnages incontournables du petit écran, ça c'est vrai. Ils sont aussi des scientifiques passionnés dont les articles sont publiés dans nombre de revues, docteurs en physique théorique pour le premier et en mathématiques pour le second. Ils ne cessent, depuis l'obtention de leur thèse, de poursuivre leurs recherches sur l'origine de l'univers. Bon, alors peut-être qu'ils jugent que les livres qu'ils ont publiés, là, ce sont justement des contributions. Enfin, ils sont d'un niveau tout de même qui n'est pas vraiment celui d'un article scientifique. Alors, ils sont titulaires de la chaire de cosmologie générale et ils sont tous deux professeurs à l'Université des sciences appliquées de Belgrade. Alors, cette université, elle s'appelle Megatrend. C'est une université qui est spécialisée dans le marketing. Les gens qui ont fait qui ont été professeurs honoraires de cette université. Il y a par exemple Muammar Kadhafi, entre autres, et puis dans cette université, il y a un laboratoire de cosmologie dont ils sont membres, avec une troisième personne. Ce laboratoire de cosmologie dont on se demande ce qu'elle vient faire dans cette université contient 3 membres, dont eux deux et la personne qui fait les postfaces et les préfaces de leur dernier livre. Voilà. Ensuite, alors maintenant, je vais passer dans les citations. Vous me donnez encore quelques minutes? Oui. Leur style, j'ai dit qu'il ne fallait pas de style trop sensationnaliste, à mon avis. Eh bien, ce style, moi je le trouve, je ne l'aime pas personnellement, mais enfin il y a des gens qui l'aiment. Des mots qui reviennent en permanence, c'est colossal, effroyable, extraordinaire, gigantesque, hallucinant. Et puis, par exemple, une phrase aussi qui revient très souvent: plus rien ne sera tout à fait comme avant, soyez prêts à tout, car ce que vous allez découvrir est si inattendu, si mystérieux, que les spécialistes perdent pied et ne peuvent proposer aucune explication. Bon, alors ça, je ne sais plus de quel livre je l'ai tiré. Alors, ce sont, disons, on dit de merveilleux conteurs. Alors, je vous cite un petit morceau que j'ai trouvé, mais il y en a des dizaines, des centaines. Une lame de soleil rose vient frapper les rideaux doucement remués par l'air frais. Einstein se déplie, tend les bras, inspire à plein nez le silence de l'aube. Tout à coup, cette pensée lui vient, toute simple. Il y a un ordre derrière tout cela. Le hasard, ce mot d'origine arabe qui veut dire coup de dé, n'est pas le maître du monde, c'est une certitude. Bon, alors c'est une façon de décrire la recherche non seulement d'une façon assez bizarre, et c'est plusieurs fois, il présente ça, brusquement l'idée vient, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite un autre exemple de ça. Alors, quelle est leur méthode? Bon, c'est des gens qui sont très sympathiques, ils ont une technique très rodée, ils s'interrompent mutuellement, ils se saisissent immédiatement des découvertes et en tirent des conclusions sensationnelles qui confirment leur théorie. Les scientifiques, eux, ne veulent pas divulguer leurs découvertes car elles mettent trop profondément en cause leurs modèles et leurs certitudes. Ils affirment avoir discuté, alors ils ont beaucoup d'arguments d'autorité. On est des grands parce qu'on discute avec tous les grands, on a discuté avec tous les grands physiciens du temps, et ils revendiquent, alors ça c'est une phrase citée par Le Point, sans aucune forme d'orgueil, faire partie de la même famille d'Einstein, qui a lui aussi été très discuté à son époque parce qu'il avançait des idées nouvelles à contre-courant. Galois aussi est un de leurs points importants. Leur directeur de thèse lui-même a écrit « Ce sont de bons vulgarisateurs, mais c'est tout. Hélas, ils sont désormais persuadés d'avoir révolutionné la physique. » Bon, alors, maintenant, ils rappellent dans toutes les pages leur proximité et leur filiation avec les plus grands scientifiques et prix Nobel. Bon, ils détestent incidemment Einstein et ils adorent Poincaré, qui a été le maître de Lichnerowitz, qui était lui-même le maître de Flatto, qui était leur directeur de thèse, qui a été l'un de leurs directeurs de thèse. Et une phrase qu'on retrouve avec d'autres noms: nous avions rendez-vous avec André Lichnerowitz, mathématicien immense. C'est donc un argument d'autorité qui est répété sans arrêt avec des prix Nobel, etc. Alors, merveilleux vulgarisateur, parce que c'est ça qu'on leur accorde comme grande qualité.
dans leurs émissions, ils donnent aux gens l'envie de mieux connaître la science et peuvent même susciter des vocations. C'est leur troisième directeur de thèse, Daniel Sternheimer, qui a dit ceci dans une lettre qu'il a envoyée au CNRS pour les défendre. Et on peut chercher dans cette lettre, qui est assez longue, une vraie défense de leur travail, mais on n'en trouve pas. Et c'est là-dessus qu'il les défend le plus. Il vulgarise si bien la science que chacun se sent davantage savant après les avoir écoutés. Ça, c'est le journaliste du Point qui écrit ça. Et c'est vrai que si c'était le cas, ça les justifierait. Mais j'ai cherché, comme je vous ai dit, dans leurs admirateurs, et j'ai trouvé aucun qui est devenu scientifique, contrairement à tous ces grands scientifiques qui, par exemple, affirment que c'est grâce au Palais de la Découverte qu'il y a quelque chose de très rigoureux qui montre les méthodes scientifiques qui sont devenus eux-mêmes des scientifiques. Et puis, il y a des grands vulgarisateurs qu'on connaît qui ont suscité des vocations. Alors, de plus, leurs explications, moi je trouve que c'est souvent des tours de passe-passe, je ne les comprends pas. Mais alors voilà une explication claire comme un lever de soleil dans un ciel sans nuages, en 3 dimensions. La sphère est l'objet le plus naturel de tout l'univers. Aussi, nous vous proposons d'adopter notre devise, tout comme la Terre est ronde, l'univers lui aussi est rond. Bon. Alors, maintenant je vous donne quelques perles que j'ai trouvées dans leurs livres. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Par quelle étrange coïncidence la taille d'un homme est-elle égale au rayon de la Terre multiplié par celui d'un atome? Bon, ce n'est pas de la même dimension, les deux choses, hein. Probablement, ils ont oublié une racine carrée quelque part. Avant le Big Bang, pourquoi l'univers est-il à 4 dimensions? Parce qu'il y a 4 particules stables, le proton, l'électron, le photon et le neutron. Alors le photon, ce n'est pas une particule, le neutron, ce n'est pas stable, parce qu'il y a 4 ensembles de nombres dans la nature, les entiers, les rationnels, les irrationnels, qui forment tous les réels, quatrième, etc., etc. Et alors, le pompon de tout, c'est, nous voici 4 milliards d'années en arrière, donc il remonte dans le temps. L'univers est 2 fois plus petit que maintenant, ça c'est parfaitement vrai. Rien d'étonnant alors à ce que notre Soleil apparaisse légèrement plus gros et plus brillant dans le ciel, ni que l'on distingue parfaitement certaines étoiles, comme Sirius et l'étoile polaire, en plein jour. Bon, alors ils ont confondu, bien qu'étant spécialistes de cosmologie, ils ne savent pas que, du moins quand ils ont écrit ça, c'est-à-dire c'est avant le Big Bang, donc après leur thèse, de toute façon, ils ne savent pas que l'expansion de l'univers n'a pas affecté le système solaire, les galaxies et même le groupe local de galaxies parce qu'elles sont tenues par leur gravité propre. Bon, ils l'ignoraient, et en plus que l'étoile polaire ou Sirius, pour avoir été brillante, plus de 4 fois plus brillante, ne serait pour autant pas distincte en plein jour. Et ça, ce sont des astronomes amateurs passionnés dans leur enfance qui vous le disent. Bon, alors, quelques perles dans le visage de Dieu. Alors, imaginez à 1,5 million de kilomètres de chez vous commence un paysage effroyablement autre. Il fait noir et froid, moins de 3 degrés au-dessous du froid ultime qu'on appelle le zéro absolu, moins de 3 degrés au-dessus, par exemple, du froid. Bon, alors ça, c'est déjà dans un livre qui a été publié plus tard, et quand on calcule, c'est un calcul qu'on peut faire, je pense, au niveau de, au niveau de la terminale, la température qu'il va faire à 1,5 million de nous, c'est-à-dire pratiquement à la même distance du Soleil que la Terre, en supposant qu'il n'y ait pas d'atmosphère, on trouve que c'est à peu près 200 degrés absolus, hein. Et ça, c'est un calcul absolument élémentaire. Dans le mystère du satellite Planck, bon, alors ça, c'est une phrase amusante, c'est tout. En 1983, les Soviétiques lancent le premier satellite astronomique de l'histoire. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres avant. Dans 3 minutes, pour comprendre la grande théorie du Big Bang, ça date de 1974. 10 000 ans après le Big Bang, il fait noir. En effet, la température est à présent de 12 000 degrés, ce qui est parfaitement juste, ce qui fait que les particules de lumière sont prisonnières des particules de matière. Alors c'est vrai que les particules de lumière sont prisonnières des particules de matière, mais ce n'est pas parce qu'il fait 12 000 degrés, c'est parce que la densité est très grande et qu'elles subissent énormément de collisions avec la matière. Et si vous allez dans la chromosphère du Soleil où il fait 12 000 degrés, eh ben, vous ne trouverez pas qu'il fait noir, il fait au contraire très très brillant, et d'ailleurs vous serez grillé
par la chaleur. Alors, suite encore, je crois que c'est le dernier. Alors, ceci, c'est tiré d'un CD qu'ils donnent avec leur livre, donc qui s'appelle « Les 3 minutes pour comprendre ». Or, un soir, les yeux cernés, harassés par leurs innombrables nuits, leurs nuits blanches, les deux hommes, Hubble et Humason, ont fini par découvrir quelque chose de stupéfiant. La lumière émise par la plupart des galaxies est décalée vers le rouge. Bon, alors, deux choses. D'une part, Hubble et Humason ont cherché ça pendant des années et des années. Ce n'est pas brusquement en une nuit que ça leur est venu à l'esprit. Et deuxièmement, ils ne s'occupaient pas du décalage des galaxies. Ça, c'était un dénommé Slipher qui s'en était occupé 15 ans plus tôt. Eux, ils cherchaient à déterminer les distances des galaxies. Voilà. Bon. Est-ce que je m'arrête là ou je vais encore un petit peu plus loin? Là, j'ai fait 1 heure. J'ai les défauts des scientifiques maintenant. Est-ce que 5 minutes? Tu me donnes? Bon, alors, c'était quand même pour contrebalancer, parce que c'est vrai que les scientifiques font aussi, ils dérapent aussi, et ça c'est parce qu'ils cherchent aussi le scoop, l'audimat, si vous voulez, en quelque sorte, et donc il y a des annonces fausses que vous connaissez bien, la mémoire de l'eau, la fusion froide, les neutrinos plus rapides que la lumière. Certains scientifiques utilisent leur notoriété pour faire passer directement dans le public une théorie controversée. Et parfois même plus grave, il y a des réelles impostures qui sont faites soit pour une promotion personnelle, soit demandées par des commanditaires. Mais il ne faut pas oublier les grands succès qui sont fondés sur des dizaines d'années de travail obscur, et par exemple la découverte des ondes gravitationnelles qui en fait partie. Comment changer l'image de la science? Bon, il faut éviter, comme j'ai dit, les dérives du genre Saint-Mathieu. Il faut montrer sa capacité à se remettre en cause. Il faut abandonner la recherche des scoops, prendre le temps de vérifier les travaux, expliquer les limites des recherches, ne pas cacher les hypothèses arbitraires. Et puis, il faut développer les travaux citoyens, et ça, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais par exemple, en astronomie, il y a des travaux très importants qui permettent à des citoyens, qui ne sont pas des chercheurs, de faire un véritable travail de recherche grâce à des données, des tableaux de données, des big data qui leur sont donnés et des programmes, et ils découvrent des choses très intéressantes ainsi. Donc ils voient un peu comment se fait la recherche. Alors comment réenchanter la bonne vulgarisation? Réenchanter, c'est un mot très à la mode. Alors il faut que les scientifiques se donnent le mal d'apprendre à communiquer. Certains savent très bien le faire, comme Rives, Luminet, Braic, Klein. J'ai oublié de dire d'ailleurs que l'une des phrases de Braic à propos du déficit de connaissances, notre ami disparu, disait « il ne faut pas envoyer dans les banlieues des policiers, il faut envoyer des scientifiques ». Bon. Alors, il faut susciter l'enthousiasme en montrant l'évolution des connaissances. Il faut créer un dialogue entre médiateurs et scientifiques. Il faut utiliser au maximum les possibilités d'Internet, parce que bien qu'Internet soit dangereux, il peut aussi être très utile, parce qu'il y a de multiples formes d'intervention, justement, et on peut s'y arrêter et y revenir. Donc ça, c'est extrêmement utile. Et puis, une conférence qui est publiée sur Internet, elle voit, dans certains cas, elle a 100 000 visiteurs, alors que dans une conférence comme celle-ci, c'est 100 ou 300 personnes au maximum. Voilà, et j'ai fini. Et je laisse à Étienne Klein de conclure. Merci beaucoup, Suzy. On va prendre quelques questions. Bravo pour cette belle conférence. Je trouve que vous faites bien de parler de ce genre de sujet parce qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est très très bien. Il me semble que pour moi, il y a 2 aspects très importants. Le premier, c'est la notion d'éthique, vous l'avez bien souligné. Et je pense qu'il faut que les chercheurs et tous les chercheurs fassent beaucoup plus d'efforts pour développer leurs connaissances dans le domaine de l'éthique. Et dans tous les domaines de recherche, il faut qu'il y ait toujours au moins un chapitre qui parle de la dimension éthique de ce qu'ils font lorsqu'ils publient quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, c'était un peu ma question. Et le deuxième point, c'est important aussi
de parler de la vulgarisation, parce que la vulgarisation, c'est aussi ce qui permet de développer chez les citoyens la notion de nécessité du financement de la recherche. Nous sommes des citoyens, nous votons, nous sommes des citoyens, nous avons des hommes politiques qui nous représentent, etc. On a besoin d'avoir une connaissance de ce qui se fait, et parce que c'est nous qui payons au bout. Et donc, il faut continuer à vulgariser. Et bien entendu, pour vulgariser, il faut aussi savoir communiquer, et donc apprendre à communiquer. Et vous l'avez très bien dit. La question, c'est est-ce que vous avez des cours de communication aussi lorsque vous êtes chercheur? Donc, 2 questions. Alors, je crois qu'on en a. Je crois qu'il en existe, en fait. Je suis trop âgée et j'ai quitté la recherche à proprement parler depuis longtemps. Florence, tu sais peut-être ça, je vois parfois des choses. Il y a des formations proposées, effectivement, pour les doctorants en communication. Je peux aussi signaler que depuis 1 an, l'université Pierre et Marie Curie, et elle n'est sûrement pas la seule, fait signer aux doctorants qui vont commencer une thèse, une charte, non seulement la charte habituelle, mais une 2e charte avec justement des questions éthiques sur l'éthique de la recherche. Et voilà, donc il y a une prise de conscience qui a été faite à ce niveau-là. On verra dans quelques années si ça a un effet. Il y avait une 2e question? C'était les 2. C'était les 2 en même temps, en fait. Une autre question? Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais rebondir par rapport à ce que disait le monsieur qui disait que c'était important d'intéresser les gens parce qu'on payait aussi des impôts, on faisait fonctionner la recherche, etc. Moi, je voulais vous poser la question, j'ai l'impression qu'en fait, juste le seul fait de savoir, le seul fait de connaître, maintenant, ça n'intéresse plus en fait vraiment les gens. Ce qui les intéresse, c'est les applications. Il faut qu'il y ait des applications dans leur vie de tous les jours. Et moi, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait de thèse, je n'ai pas fait de doctorat, mais de ce que je lis et de ce que je comprends, c'est tellement pointu ce qu'on fait maintenant en sciences que c'est un petit peu compliqué d'aller expliquer en quoi découvrir la matière noire, par exemple, permettrait d'avoir des applications dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'en fait, c'est une fausse... Les gens se font des illusions en pensant que la recherche, ce qu'on découvre maintenant en recherche, permettra d'avoir des applications dans la vie de tous les jours. Ils se font des illusions en pensant que ça aura des applications. Mais écoutez, quand on a découvert la relativité générale, on ne pensait pas que ça aurait une application indispensable dans les GPS. Parce que si on n'avait pas la relativité générale, même pas restreinte seulement, eh bien on ne pourrait pas avoir la précision qu'on a actuellement avec les GPS. Donc ça, c'est une application tout à fait inattendue. Bon, pour les lasers, je ne parle pas des applications vraiment... quand on a découvert ou inventé la mécanique quantique, on ne pensait pas que ça aurait des applications comme les lasers et tout ce qui s'ensuit. Et puis, il y a plein d'autres applications, en particulier en médecine, qui viennent de la recherche fondamentale et qui n'étaient pas faites dans le but de ces applications. Maintenant, il faut bien voir que les chercheurs eux-mêmes auraient tendance à dépasser eux-mêmes, à se dépasser eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils découvrent quelque chose, ils ont envie de développer des applications, même si ces applications peuvent être dangereuses. Et on le voit, il me semble maintenant, peut-être que je ne connais pas bien, mais en biologie, en génétique, qu'on touche à des problèmes éthiques vraiment graves. Et on a l'impression que les chercheurs eux-mêmes poussent aussi un petit peu à ce que ça soit développé, justement pour justifier en quelque sorte le fait qu'ils dépensent aussi de l'argent. Mais il y a des applications auxquelles on ne s'attend absolument pas et qu'on trouve un siècle plus tard. Oui, je voudrais avoir votre avis, s'il vous plaît, sur les débats qui ont lieu depuis pas mal d'années, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur l'origine anthropique du réchauffement ou de la modification climatique. Est-ce que ce sont, d'après vous, des débats loyaux, c'est-à-dire de vrais débats, ou est-ce qu'on est dans la bipolarité dont vous nous avez parlé aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté des personnes sérieuses et de l'autre des personnes qui veulent faire leur publicité, qui n'ont pas d'arguments vraiment intéressants à mettre en face? Ou est-ce un vrai débat? Écoutez, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Je peux vous dire que je ne suis pas climato-sceptique maintenant.
je suis assez convaincue par ce que j'ai vu exposer qu'il y avait effectivement de l'homme dans le réchauffement climatique. Et quand je faisais allusion à des gens qui publient directement parce qu'ils ont leur notoriété, évidemment, je pensais à quelqu'un comme Claude Allègre, qui a publié un livre qui a suscité beaucoup de vocations de climato-sceptiques. Et ce livre, il y a eu des critiques qui en ont été faites, qui ont montré qu'il était basé sur, par exemple, des extrapolations de courbes qui n'étaient pas légitimes. Bon, alors, mais je ne suis pas spécialiste, ce n'est pas du tout ma discipline. Donc je ne me permettrai pas de conclure définitivement sur la question. Il y a je ne sais pas, 2-3 ans, il y a eu un séminaire donné ici par Valérie Masson-Delmotte, qui, elle, est très impliquée dans toutes ces recherches sur le réchauffement climatique, qui nous a quand même montré beaucoup d'exemples vraiment scientifiques, tendant à montrer que le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique n'est plus contestable. Oui, j'ai suivi 2 séminaires de Masson-Delmotte. Après, je n'ai jamais vu de séminaire disant le contraire et basé sur des choses scientifiques. Donc, comme je ne suis pas spécialiste, je me garderai de conclure. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a d'un côté des gens qui sont sérieux et puis de l'autre des gens qui ressemblent à ces mauvais vulgarisateurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire qui ne sont pas dans leur domaine de compétence, parce que ce n'était pas non plus la compétence exacte de Claude Allègre, la climatologie, et qui peuvent convaincre parce qu'ils sont extrêmement bien disants. Une dernière question peut-être ? Oui, c'est juste une anecdote. J'ai acheté un tube de dentifrice. Et ce qui est noté sur le tube de dentifrice, c'est « testé scientifiquement ». Oui, ça fait partie de ces idées qui circulent sur Internet, etc. On prononce le mot science scientifique et on a tout dit alors que ça n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire que 85% de rites qui s'effacent, en fait, etc. Il en reste encore 15%. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Suzy. Et rendez-vous en septembre.